Bon, eh ben, écoutez, d'abord, merci de m'avoir proposé d'intervenir quelques minutes pour le lancement de la semaine de la diversité. Je sais que ça a déjà commencé, mais voilà. Je pense que c'est un moment important. D'abord, c'est une première. Et ça, c'est déjà une très, très bonne chose en soi que de se lancer dans une semaine de ce type-là. Je pense que c'est une très, très bonne initiative. Vous allez y participer. Il y a plein de possibilités. Alors la diversité, ça revêt plein de situations différentes maintenant et ça évolue au fil du temps et je pense que c'est très très bien. Toutes les diversités vont être à l'honneur pendant cette semaine. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'activités qui étaient prévues et ça nous permettra de découvrir et de réfléchir un petit peu sur ce que signifie ce mot diversité. Elles sont de toute nature, de genre, de culture. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Juste un petit mot, parce que je sais qu'on attend le témoignage de deux personnes qui sont actuellement à l'étranger, si j'ai bien compris, en Suisse, alors que je connais un tout petit peu. Euh, Paradoxalement, cette diversité culturelle dont on va vous parler avec la Suisse, bah, il se trouve que moi, j'en ai bénéficié énormément lors de mes séjours très longs au CERN à Genève, justement, où là, c'était un rassemblement de tous les pays du monde, ou presque. Il n'y avait que quelques pays qui n'y étaient pas. Et ça m'a permis de découvrir ce que c'était que la réalité de la diversité. Donc la diversité, ça veut dire qu'on peut avoir des cultures différentes. Ça veut dire qu'on peut pas bien se comprendre de par la langue, parfois, mais pas toujours. La langue, c'est jamais un vrai problème. Par contre, on peut avoir des différences d'approche sur un sujet ou sur un autre. Et par contre, ce que je retiens de mes années passées au CERN, c'est le fait que quand on a des bons objectifs, il n'y a pas de limite à l'humanité et on peut se rassembler tous ensemble pour faire de grandes choses. Et ça, c'est parce que malgré nos différences, malgré nos façons de faire qui sont complètement différentes, on a envie de travailler ensemble, on a envie de faire des choses, et on a envie de faire progresser. Il se trouve qu'au CERN, on fait plutôt progresser la connaissance avec un grand C, mais pas que. Euh, Vous savez que le langage du web, il vient du CERN. Vous savez peut-être moins que vos écrans tactiles. Dans les années 70, il y en avait déjà au CERN sur les oscilloscopes. On a trouvé que ce n'était pas très pratique, on a abandonné. Voilà. Maintenant, vous les retrouvez sur vos téléphones, c'est bien. La supraconductivité qu'on va maintenant avoir dans les tomographies à émission de positons, qui sont des dispositifs de diagnostic médicaux, la supraconductivité, elle a été mise en œuvre à grande échelle au CERN. Donc vous voyez que quand on fait de la recherche fondamentale avec étudier les premiers instants de l'univers, voilà, ça pose son truc. En fait, il y a plein de déclinaisons qui se font. Et c'est grâce à la diversité qu'il y a au CERN de tous les ingénieurs, tous les techniciens, tous les physiciens qui se sont mis ensemble pour résoudre des problèmes compliqués qu'on a pu faire des grandes choses et que certaines déclinaisons, vous les voyez dans votre vie de tous les jours. Et ce que je retiens de ce moment-là, c'est moins les avancées elles-mêmes que le fait d'avoir été amené à travailler avec des gens. Alors, je le dis souvent, c'est un exemple que je prends souvent, mais moi, j'ai un souvenir incroyable de travailler avec des collègues indiens, des collègues pakistanais dans les années 80, 90. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous connaissez un petit peu l'histoire, mais ces deux pays-là étaient en guerre. Et ces gens-là travaillaient ensemble. Donc je me dis qu'on peut tout faire quand on veut vraiment faire les choses ensemble. Et ça, c'est grâce à une approche de la diversité. On peut avoir des différends, mais on peut avoir envie d'être ensemble quand même. Et je crois qu'il nous faut maintenant cultiver cette diversité. Je crois que c'est important. Je pense que c'est l'avenir de l'humanité. Alors ça vous paraît peut-être un peu très voilà, envolé lyrique, etc. Mais il faut y croire parce que si on n'y croit pas, c'est sûr que ça ne se produira pas. Mais il faut vraiment y croire, il faut vraiment avoir cette envie, il faut avoir vraiment envie de travailler ensemble et de s'accepter avec nos différences. Donc voilà, c'était un tout petit message que je voulais vous donner par rapport à ce que peut être la diversité. C'est un micro-exemple. Il y a plein d'autres exemples de diversité qu'on peut mettre en avant. Les diversités de genre sont importantes aussi, il faut les accepter. Alors maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, on peut en parler. Avant, on ne pouvait pas en parler. Vous voyez que j'ai des cheveux blancs, on n'est pas tout à fait de la même génération, mais il y a des choses dont on ne parlait pas avant. Maintenant, on en parle. Donc, je ne sais pas si vous mesurez le chemin parcouru, mais c'est déjà énorme. Donc, on peut parler des choses et surtout, on peut dire qu'on a envie de faire des choses ensemble.
Et je souhaite que cette semaine de la diversité soit pour vous un déclencheur pour avoir envie de faire des choses avec des gens, voilà, qui sont issus de toutes origines, de tout genre, etc., et que vous ayez envie de faire des choses ensemble. Et pour avoir envie de faire des choses ensemble, il faut d'abord se découvrir. Et je pense que cette semaine de la diversité va vous permettre de découvrir un certain nombre de choses. Et ça me paraît être une très, 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 très enthousiasmante semaine qui s'offre à vous maintenant. Voilà, on m'a demandé de ne pas faire trop long parce qu'il y a des choses derrière. Donc, je ne vais pas être plus long. Et je vais peut-être passer la parole à Alexis qui va nous dire quelques mots maintenant. Et merci et bravo pour l'organisation de cette semaine. Merci. Merci, Monsieur Lucas. Et merci à Céline qui organise la semaine de la diversité. Alors nous, cet événement, il est un petit peu double en fait, parce qu'il est à la fois ancré dans la semaine de la diversité et dans les Alumni Days. Les Alumni Days, ce sont plusieurs événements qui ont lieu un petit peu partout en France et dans le monde, avec des alumni internationaux ou nationaux qui vont mettre en valeur leur ancienne école. Nous, vous savez, depuis la direction des affaires internationales, on essaie de vous faire partir à l'étranger et on a essayé de tirer profit de la semaine de la diversité pour parler d'autres cultures. Alors l'année dernière, on était parti à Taïwan avec nos alumni. Là, on part beaucoup moins loin. La Suisse, c'est à 400 km d'Albi. C'est un pays qui est relativement proche, qu'on pense connaître parce que c'est un pays francophone. Beaucoup de gens parlent français là-bas. On a régulièrement l'occasion d'y aller, peut-être pour du tourisme, pas forcément pour y vivre. Et aujourd'hui, la France est le troisième pourvoyeur d'emplois internationaux, troisième investisseur direct en Suisse. Donc, c'est un pays qu'on pense connaître. Et pourtant, les invités, enfin les alumni qui vont vous parler aujourd'hui, Morgane Giono et Kevin Meufray, eux vont vous parler de la Suisse alémanique, qui est la Suisse donc, où on parle allemand. Et vous allez voir que c'est une autre partie de la Suisse qu'on est amené à parfois découvrir. Et pour vous montrer à quel point on connaît mal ce voisin, je vais vous poser deux questions. J'avais prévu un WooClap, mais le temps que je le mette en place, en fait, je vais vous le faire à l'oral. Est-ce que vous connaissez la capitale de la Suisse? Ah, c'est bien, c'est bien. Berne, j'entends. Personne n'est tombé dans le piège de dire Zurich, Bâle, Genève. Non, en effet, c'est Berne. Vous êtes cultivé, peu de gens le savent. Et maintenant, qui est le président de la Suisse? Ah là, par contre, je pense que j'en ai collé plus d'un. En fait, alors le président est une présidente cette année, c'est Viola Amherd. Morgane me corrigera si j'ai mal prononcé son nom. En fait, la Suisse a un système très particulier où le président change à tour de rôle tous les ans au sein du Conseil fédéral. Donc c'est un système qui est vraiment aux antipodes du nôtre. Et je vais donc leur laisser la parole, Morgane et Kevin, pour qu'ils puissent se présenter, nous faire cette présentation de la Suisse, ce voisin si proche et pourtant si méconnu, si différent. Et ils vous donneront quelques exemples concrets si d'aventure vous vouliez aller faire un stage ou peut-être vous expatrier chez nos voisins et vous donneront des exemples très pratiques. Voilà. Merci à vous, Morgane, Kevin. Je vous laisse la parole. Merci à Céline et Lionel. Bonne soirée à tous. Merci Alexis, merci Monsieur le directeur pour ces petits mots sur la diversité. Merci à tous d'être là. On est très content de pouvoir, pouvoir parler de ce pays où habite tous les deux depuis un certain temps. On a légèrement modifié le titre de la conférence puisque pour nous, la Suisse, c'est pas si méconnu que ça. Par contre, effectivement, c'est proche mais très différent. Et donc, on va essayer de vous parler rapidement. On va essayer de éviter de trop s'étendre sur nos anecdotes personnelles et de vous présenter rapidement la Suisse. Euh, Ce soir, du coup, on va commencer par une petite introduction. J'ai l'impression que vous voyez le mauvais écran, non? Non, Alexis, est-ce c'est que tout tu... bon. Ok. Du coup, une petite introduction. Ensuite, on va parler vite fait de la géographie de la Suisse. On va parler de 26 pays en un, donc un petit point d'histoire et un petit peu le fonctionnement du système fédéral. Ensuite, Morgane va vous parler du système politique en Suisse et on va vous parler un petit peu des traditions suisses. Et enfin, ce qui va probablement vous intéresser le plus, c'est comment aller vivre et travailler en Suisse avec voilà les secteurs qui recrutent et quelques tips. Du coup, Morgane, je t'en prie, enfin, présente-toi. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Morgane Georgie. Je suis diplômée de la promotion 2014 dans le domaine qui à l'époque s'appelait énergie et écoactivité.
et j'avais fait l'option bâtiment à énergie positive. Je suis arrivée en Suisse, en fait, pour faire mon TFE, en fait, où ça avait été assez facile d'être recruté parce que le directeur de l'option à l'époque, il était aussi directeur de thèse d'un étudiant, donc en doctorat à la HESSO en Valais. Et puis c'est comme ça que j'ai pu faire mon TFE dans ce domaine. Et c'est comme ça que je suis arrivée en Suisse, en fait, avec pour moi une deadline en tête. Dans 6 mois, je rentre chez moi. Et puis, bah, la vie en a décidé autrement. 10 ans plus tard, je suis toujours là. J'ai travaillé entre-temps, donc ça fait bientôt 5 ans que je fais du bureau d'études et j'ai fait 5 ans en recherche appliquée et développement. Et puis, il y a 2 ans, j'ai repris les études pour faire une formation continue en allant plus loin parce que donc moi, je suis spécialisée en physique du bâtiment pour me spécialiser également en acoustique du bâtiment parce que, à la différence de la Suisse romande, en Suisse allemande, il faut faire les deux en même temps. Et euh, j'ai vécu 5 ans de chaque côté de la frontière linguistique, mais j'ai travaillé 7 ans en Suisse romande. Pendant 2 ans, j'ai fait les trajets. Et ça fait 3 ans que je travaille en Suisse allemande. Très bien. Pour ma part, donc je m'appelle Kevin. Diplômé de la promotion 2015, mais j'ai fait partie de la promotion 2014 aussi, parce que j'ai fait une césure en Allemagne entre-temps. IMAS, je crois que ça s'appelle toujours comme ça, option BE. J'ai pas eu la chance que Morgane a eu de faire mon TFE en Suisse. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. J'ai pas trouvé d'entreprise qui m'a prise. Donc j'ai fait mon TFE dans les dispositifs médicaux en région parisienne. Et d'ailleurs, en parlant de dispositifs médicaux, j'avais écrit aussi un article sur les dispositifs médicaux dans le Minerai de octobre 2019. Donc, si ça vous intéresse de connaître mon avis sur les dispositifs médicaux, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Et donc, après une petite expérience en France, j'ai décidé d'immigrer en Suisse. Et donc, depuis 2018, je suis en Suisse allemande, dans la région de Zurich. Et donc, depuis 2018, entre-temps, je me suis marié en Suisse, parce que c'était plus simple au final. Et j'ai aussi eu 2 enfants qui sont nés tous les deux en Suisse, à Zurich. Donc, voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, on pourra y revenir. Alors, la Suisse. Donc, du coup, un petit point sur la Suisse. La Suisse, c'est un tout petit pays. En fait, si on compare la superficie de la Suisse, c'est l'équivalent de la superficie de la région Centre-Val de Loire. C'est un peu plus que la moitié de l'Occitanie, donc c'est vraiment tout petit. Les gens ici, quand on fait plus de 20 minutes de route, pour eux, c'est le bout du monde. Donc ouais, c'est un peu marrant d'avoir ce changement d'échelle entre quand on déménage en Suisse. 70% de la surface du pays, c'est formé de régions montagneuses. Donc forcément, c'est pas très propice à l'économie, au transport logistique, machin, etc. Donc en fait, la plus grande partie de l'économie suisse, elle réside dans ce qu'on appelle le plateau suisse. Donc c'est, je sais pas si vous voyez mon curseur, c'est cette étendue un peu plus plane qui est entre le lac Léman et le lac de Constance. La Suisse, c'est 8,7 millions d'habitants. Ça représente à peu près l'équivalent du Grand Paris. Donc, pas la région Île-de-France, mais juste le Grand Paris. Et, euh, et du coup, ouais, donc dans le titre des montagnes, des lacs, des plaines, des tunnels, il y a plus de 1500 lacs en Suisse. Donc il y a de l'eau aussi. Et les tunnels, je crois que c'est les champions d'Europe des tunnels. Il y a plus de 1800 tunnels routiers et ferroviaires. Il y a même des tunnels qui sont ferroviaires et routiers. On monte avec la voiture sur un train, on passe dans le tunnel. C'est très perturbant quand on s'y attend pas. Au niveau de la population, eh ben, la plupart de la population, comme vous pouvez le voir sur la carte, vit sur le plateau suisse et donc à 85% dans des villes. Donc c'est principalement une population urbaine. Et un chiffre qui est intéressant à prendre en compte, c'est que dans la Suisse, il y a un quart d'étrangers. Alors c'est dû à l'immigration d'une part, mais aussi au fait que il n'y a pas de droit du sol en Suisse. Donc en fait, on peut rester étranger sur plusieurs générations si on ne fait pas la demande de nationalité. Voilà.
Alors, c'est un paysage qui est très varié, la Suisse. Donc, en fait, en termes topographiques, voilà, il y a vraiment la chaîne du Jura. Ensuite, il y a le plateau, les Préalpes et les Alpes. Donc, si on regarde, donc je ne sais pas si vous voyez mon curseur, non, mon curseur, probablement que vous ne l'avez pas, mais si on commence par les montagnes qui sont en bas, donc ce qu'on voit, c'est le glacier d'Aletsch et le Cervin. Donc, les deux qui sont à côté, qui sont tous les deux en vallée, ce sont vraiment les photos cartes postales de la Suisse. En gros, les touristes, quand ils vont en Suisse, c'est « Ah, on est allé à la montagne et puis c'était là-haut ». Très facilement accessible parce qu'en Suisse, tout est très facilement accessible en transport en commun. Donc, c'est un pur bonheur de pouvoir se balader à travers la Suisse en transport en commun sans avoir trop de problèmes. Bon, ça arrive des fois, hein, faut pas, c'est pas parfait non plus, mais c'est quand même très, 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 très bien fait. Ensuite, quand on remonte vers le lac Léman, en fait, on arrive dans les Préalpes. C'est ça, c'est cette photo-là, donc où vraiment c'est vallonné, c'est la Gruyère, c'est des collines, tout vert, vraiment le pays de Heidi, comme on peut l'imaginer. Ensuite, il y a la chaîne du Jura. Donc, la photo, elle a été prise en haut de la chaîne du Jura. On voit vraiment bien le plateau en contrebas où c'est vraiment plat. Et puis, bon, c'était une journée brumeuse, donc on voit pas bien. Mais de l'autre côté, en fait, ce qu'on voit, ce sont les Alpes bernoises, en fait. Donc, ça montre vraiment bien. Enfin, le plateau, ça fait un creux entre les deux chaînes de montagne. Et puis, comme on disait que c'est un tout petit territoire, en fait, on voit facilement la chaîne de montagne d'un côté ou de l'autre, en fait. Et puis, on peut, en partant en direction de l'Autriche, les paysages commencent déjà à changer. C'est ni les Préalpes, ni les Alpes. C'est une espèce de chaîne montagneuse, ce sont toujours les Alpes, mais avec un paysage qui est quand même assez différent. Et puis, quand on descend en Suisse italienne, là, c'est plus du tout pareil. C'est plus le même climat. Alors, il y a plein de gens qui vont vous dire c'est un climat méditerranéen. Alors, moi, je viens de la Méditerranée. Ce n'est pas un climat méditerranéen, c'est faux. Mais il y a des palmiers, effectivement. Il y a des agrumes qui poussent. Et puis, c'est vrai que quand on est sur place, on a juste pris le train, on n'a pas fait beaucoup de route. Et puis, d'un coup, les gens, ils parlent une autre langue. Puis, on a l'impression d'être en Italie, en fait. En Italie du Nord, on se dit, ah, là, je pourrais être dans le Veneto. Eh ben non, vous êtes toujours en Suisse. Exactement. C'est aussi du fait de l'histoire dont on va parler juste après. La Suisse, ça a beau être petit, il y a beaucoup de diversité urbaine en fait. C'est-à-dire que les villes ne se ressemblent pas nécessairement. Donc, le pays, il est divisé en cantons. Chaque canton a sa capitale, ce qui fait que les villes sont assez développées. Et là, donc on en a mis plusieurs. Donc, si on commence par la ville de Lausanne, donc dans le style gothique, juste au nord du lac Léman, euh, c'est un exemple vraiment de l'arc lémanique où globalement les villes, elles vont être dans ce style-là. On va monter à peine plus haut, mais on va passer côté dans la chaîne du Jura. C'est hyper industriel, c'est le berceau horloger, de la mécanique de pointe. Puis du coup, il a fallu construire au 19e, au 20e siècle des cités ouvrières qui aujourd'hui sont classées patrimoine mondial de l'UNESCO parce que c'est vrai que quand on voit la photo comme ça, on se dit ouais, ça n'a pas l'air très attrayant. Et pourtant, toute la région est classée au patrimoine. Ça a des impacts, notamment si vous voulez installer des éoliennes, par exemple. Bon courage. Si vous montez à peine plus loin, la différence entre La Chaux-de-Fonds et Soleure, qui est donc capitale du canton de Soleure, c'est complètement différent. La ville de Soleure, c'est dans le style baroque parce que pendant longtemps, ça a été l'ambassade de France. Donc, c'est un style constructif qui est complètement différent. Mais le plateau, de manière générale, c'est plutôt industriel quand même. Donc, après, on a mis Zurich, ou en plus, capitale économique avec, là, c'est la Prime Tower, donc centre business à fond, très industriel, beaucoup de voies ferrées. Et puis, il y a aussi des côtés qui sont beaucoup plus pittoresques. Je dirais la vieille ville de Berne, qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO dans le style gothique aussi. Où là, vraiment, enfin, c'est un autre temps. Vous passez de Zurich à Berne, mais il y a juste rien à voir. C'est à se demander, même si c'est le même pays, vu que même le dialecte n'est pas le même et que
Alors eux, ils se comprennent entre eux, mais nous qui sommes étrangers, on ne l'entend pas de la même manière, le dialecte. Du coup, ça peut sembler ne plus être le même pays. Et puis, on a aussi mis une ville du Valais où on voit, là, c'est plus du tout pareil. Ça ressemble aussi d'ailleurs au Grison si on va direction Autriche. Ce sont des villes, voilà, ce sont des villes montagneuses de la haute montagne qui ont eu l'habitude de vivre un peu en autarcie, puis qui se sont construites autour de ça notamment. Du coup, un petit point d'histoire, je vais essayer de pas prendre trop de temps là-dessus parce que je pense pas que ça va être le point le plus intéressant pour vous de la présentation. Moi, c'est marrant parce que j'ai découvert l'histoire de Suisse en préparant cette présentation et je me suis pris de passion pour l'histoire de Suisse. Finalement, c'est un pays neutre, on peut se dire il s'est pas passé grand-chose, mais en fait, il lui a fallu du temps à cette confédération pour se former et arriver à l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Donc ça a commencé en 1291 avec les trois cantons fondateurs. Donc c'est voilà le mythe fondateur de la Suisse, le serment du Grütli, donc les trois cantons de Uri, Schwyz et Unterwalden qui se sont alliés contre les Habsbourg. Et puis ensuite, entre 1332 et 1353, les trois cantons d'origine sont rejoints par cinq autres cantons pour former la confédération des huit cantons. Ensuite, étape suivante, ces huit cantons-là, ils font bien la guerre, ils savent bien faire la guerre, donc ils vont faire des conquêtes, gagner un peu de territoire sur notamment les territoires des Habsbourg, et donc du coup certains territoires sont assujettis et d'autres restent autonomes. Et c'est là qu'on va commencer à voir apparaître les tensions internes à la Suisse entre les cantons villes et les cantons campagne. Alors ça, je vais parler de certaines tensions internes. Et ce qui est marrant, c'est que encore à l'heure actuelle, dans les votations, on se rend compte que cette espèce d'histoire, cette ancienne guéguerre ville-campagne, où les différents confrontations qu'il y a pu y avoir au cours de l'histoire, on les retrouve toujours à l'heure actuelle dans les votations. Donc je disais la confédération des huit cantons qui devient entre 1476 et 1513 la confédération des 13 cantons. Et puis, arrivé dans les années 1515, pas suite à la bataille de Marignan, mais quelques années plus tard, les confédérés vont mettre fin à leur politique d'expansion. Donc, ils trouvent que leur territoire est assez grand. Et puis, en plus, ils ont aussi du mal en interne à résoudre tous leurs conflits, puisque la réforme est passée par ici, les catholiques contre les protestants. Donc, et par chance, quand même, les camps catholiques protestants, c'est pas les mêmes que les camps ville et campagne, ce qui fait qu'en fait, ils arrivent à garder plus ou moins une cohésion. La Confédération a failli être dissoute deux fois quand même pendant cette période, mais ça leur permet quand même de rester en dehors de la guerre de 30 ans qui ravage l'Europe à cette époque. Ensuite, une- un moment important de l'histoire suisse, c'est la République helvétique. Donc, suite à la Révolution française, les troupes révolutionnaires françaises ont envahi la Suisse et créé la République helvétique. Donc, à partir de 1798, la Suisse est sous domination française et la Confédération des 13 cantons laisse place à la République helvétique, qui est calquée sur le modèle de la Constitution française, donc avec un pouvoir centralisé et unitaire, ce qui n'est pas du tout la façon dont ils se sont organisés jusqu'à présent. La République helvétique va aussi amener la création de l'armée et l'institution du service militaire obligatoire. Ça, c'est intéressant de le noter parce qu'en fait, ça met fin au mercenariat qui était courant entre les 15e et 18e siècles et qui sont à l'origine notamment de la garde suisse au Vatican. Donc ça, si ça vous intéresse, vous pourrez vous renseigner un peu plus. Et donc, du coup, ils sont tellement peu habitués à avoir tout concentré au même endroit que 5 ans plus tard, un certain Napoléon Bonaparte va rédiger l'acte de médiation qui redessine en fait qui retransforme la République helvétique en une confédération, mais qui garde toujours l'emprise de la France sur la Suisse et qui du coup, à cause de cette domination française, la Suisse va perdre sa neutralité déjà et elle va s'appauvrir à cause des mouvements de troupes puisque la Suisse est un chemin de passage pour les troupes françaises pour aller faire notamment la guerre en Italie. Et donc,
au début des années 1800, la France perd du terrain en Europe et en 1815, le Congrès de Vienne ramène le nombre de cantons à 22. Donc, on s'approche de la Suisse actuelle et notamment des frontières actuelles. Et c'est aussi à cette époque que la neutralité perpétuelle de la Suisse est signée et est actée. Alors, entre 1815 et 1848, les tensions ont repris. Donc, il y en a qui étaient très contents d'avoir la République helvétique et donc qui vont être libéraux pour un État-nation. Et les conservateurs, eux, quant à eux, ils préfèrent revenir au système des cantons et chacun son business de son côté. Au printemps 1848, il y a une petite accalmie politique et ils arrivent enfin à se mettre d'accord et ils signent la première constitution fédérale. Donc, elle est rédigée au printemps et elle est signée en septembre. Voilà, pour ce qui est de l'histoire. Donc, c'est comme ça que, après, depuis 1848, ça peut changer. Juste le nombre de cantons est passé de 22 à 26, puisqu'il y en a qui ont un peu voulu leur indépendance au sein d'un même canton. Donc, on a redivisé certains cantons. Et donc voilà, la tête actuellement de la Suisse. Donc, c'est une confédération, 26 cantons, 143 districts et 2131 communes. Et donc, tout ça, c'est des niveaux aussi au niveau politique. Donc, Morgane vous en parlera un peu plus tard. Et ce qui est marrant, c'est que chaque canton, chaque district a ses jours fériés, par exemple. Les programmes scolaires s'organisent par canton. Donc, du coup, ça peut arriver que les études durent plus ou moins longtemps suivant le canton dans lequel vous habitez. Il y a la plupart un cinquième des communes qui ont leur propre parlement. Et dans deux cantons, on vote encore à main levée. Donc, comme on le verra plus tard, un pays qui est attaché à leur tradition. Et en fait, la confédération, les compétences de la confédération, elles sont définies par la Constitution fédérale. Et donc, elles sont surtout sur tout ce qui va toucher à tout le monde. Donc, les politiques extérieures, politiques de sécurité, douane et monnaie, la législation fédérale et la défense. Et il y a un principe qui est très important en Suisse, c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, ce qui fait qu'en fait, c'est toujours la plus petite entité possible, l'entité la plus proche localement, qui va s'occuper d'une tâche. Donc, et si la tâche est trop importante pour la commune, ça va passer au canton. Si la tâche est trop importante pour le canton, ça va passer au niveau fédéral. Voilà. Et donc, du coup, suite à cette histoire, etc., on a vu que il y a eu pas mal de mouvements de peuple qui ont fait que, en fait, on a 4 langues officielles en Suisse. Donc, le français, l'allemand, l'italien et le rhétoromanche. Le romanche ou rhétoromanique. Et donc, en fait, la partie française, qui est la partie francophone, je dirais, qui représente environ 20%, si je me trompe pas, de la surface du territoire. Et la frontière, en fait, entre la partie qui parle français et la partie qui parle allemand, on l'appelle le Röstigraben, qui, si on traduit mot à mot, c'est la frontière du Rösti. Et en fait, le Rösti, c'est cette magnifique galette de pommes de terre que vous voyez ici. Donc, c'est assez marrant. Et on parle aussi Outre-Sarine. En fait, il y a un fleuve qui est à peu près entre ces deux régions, qui s'appelle la Sarine. Et donc, du coup, on parle aussi de Outre-Sarine. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en Suisse, il y a finalement que 3 cantons qui sont bilingues. Le canton de Fribourg, le canton du Valais et le canton de Berne. Et tout le reste, ils ont une langue officielle principalement. Voilà ce qui est pour les bases de la Suisse. Oui, alors cette histoire de canton, ça peut sembler un peu spécial quand on n'y vit pas. Enfin, moi personnellement, j'avais beau savoir que ça existait, c'était pas forcément une réalité tant que je vivais pas en Suisse. Aujourd'hui, c'est une réalité dans mon quotidien dans le sens où les lois sont faites essentiellement au niveau cantonal. Et par exemple, moi, je travaille dans le domaine de l'énergie, il y a 26 lois sur l'énergie. Il y a 26 lois sur la protection du patrimoine quand on veut faire une rénovation d'un bâtiment à considérer. Et il y a des fois des lois sur lesquelles ils sont d'accord. Par exemple, la loi sur la protection de l'environnement, c'est une loi fédérale. Mais cette spécificité cantonale, c'est quelque chose vraiment de réel. Et cette frontière du Rösti, c'est une vraie frontière. On s'en rend pas forcément compte parce que là, sur la carte, ça a pas l'air si
important que ça, mais passé une certaine heure, les trains ne passent plus. Enfin, je crois que c'est à partir de 9h30 du soir, vous passez plus d'un côté à l'autre, c'est fini, c'est terminé. Alors que dans votre zone linguistique, là, il y a toujours les trains, mais vous passez plus de l'autre côté. Et on dit aussi la frontière du Rushdie parce que d'un côté, ben, ils mangent énormément de ces galettes de pommes de terre et de l'autre côté, vous n'en trouvez pas du tout. Ce qui fait que c'est parce qu'il y a d'autres trucs qui sont caractéristiques. On boit plus de vin en Suisse romande, on boit plus de bière en Suisse allemande, mais c'est pas aussi marqué que cette galette de pommes de terre où là, pour le coup, c'est vraiment une scission d'un côté et de l'autre. Mais ces cantons, ces langues ont une forte influence du fait de leur histoire. Ça a aussi une très forte influence sur le système politique en Suisse, en fait. Donc, il y a 3 niveaux en Suisse, 3 niveaux décisionnels qui sont donc la confédération, les cantons et les communes. Des fois, les districts, ils peuvent intervenir, mais c'est un peu plus marginal. Déjà, tous les cantons n'ont pas nécessairement des districts. Donc, en fait, c'est surtout ces 3 niveaux-là. Et puis, à chaque niveau, vous allez retrouver un gouvernement, un pouvoir législatif et un tribunal, et un pouvoir judiciaire, donc. Et puis, donc, on ne va pas faire le détail de toutes les communes parce que du coup, elles ont toutes un petit peu une organisation différente. Mais pour parler au niveau fédéral, parce que ça, c'est vraiment ce qui est une très, très grosse différence avec la France, c'est que, en fait, le gouvernement, il est élu par l'Assemblée fédérale. Donc, déjà, ce n'est pas une élection directe du gouvernement, enfin, de la tête du gouvernement. Comme chez nous, on vote pour le président, ben, eux, ils ne votent pas pour le président. Ils votent même pas pour leur ministre. Donc, en fait, le gouvernement, il est composé de 7 ministres qui sont égaux. Donc, ce sont des ministres dans le sens où ils ont un portefeuille. Ça va être, par exemple, voilà, la santé, la défense. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des ministres. Et ils sont pas élus en même temps. C'est-à-dire qu'ils représentent les partis politiques principaux, les différences cantonales et la diversité linguistique. Donc, en fait, ils sont élus à tour de rôle. Et notamment quand il y en a un qui se retire, soit parce que son mandat s'est arrêté, parce que du coup, ils ne sont pas élus en même temps, donc ils doivent aussi sortir de manière échelonnée. Et puis, dès qu'il y en a un qui sort, après, donc il y a des nouvelles élections qui sont faites, mais on sait déjà dans quel parti politique on va choisir, dans quelle zone linguistique on va choisir, pour essayer de garder un espèce de statu quo dans cette diversité au niveau du pays en entier. Et le président, donc voilà, c'est une présidence d'honneur en fait. C'est juste qu'on ne peut pas à chaque fois avoir 7 personnes qui se déplacent pour chaque événement international, sinon ils ne s'en sortent pas. Donc, c'est une présidence d'honneur qui est réalisée à tour de rôle pendant 1 an. Puis en ce moment, c'est Viola Amherd qui est la présidente de la Confédération. Viola Amherd, c'est une Valaisanne. Elle représente une haute valaisanne, donc c'est la minorité germanique au sein de la minorité francophone. Et elle représente beaucoup les campagnes, en fait, ce qui lui a permis de rester populaire au sein de son camp quand elle s'est beaucoup battue pour le féminisme et donc pour le droit des femmes et tout ça. Ou donc, a priori, elle aurait plutôt eu les conservateurs contre elle. Mais le fait d'être une représentante de la montagne, de la campagne, des terroirs contre la ville, donc elle a gardé une très forte entité politique, une très forte personnalité politique. Au niveau de la législation, non, j'ai pas fini. Pardon. Au niveau de la législation, donc le Parlement, c'est un peu spécial parce que nous, le Parlement, c'est l'Assemblée nationale. Eux, le Parlement, c'est déjà les 2 chambres, en fait. Donc, ils ont le Conseil national, c'est la grande chambre. Donc, ça, c'est un peu comme l'Union européenne, pour le coup. Chaque canton a une quantité de parlementaires en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans le canton. Donc, par exemple, dans le canton de Vaud, vu qu'il y a beaucoup de monde, il va y avoir 16 représentants. Dans le canton du Valais, qui est beaucoup plus étendu en superficie, mais il y a beaucoup de montagnes et pas beaucoup de monde, je crois qu'ils n'ont que 8 ou 9 représentants au Conseil national, excusez-moi. Et puis au Conseil des États, ça c'est la petite chambre, donc ça c'est la représentation des cantons. Chaque canton a 2 représentants. Et à part, il y a 6 demi-cantons en fait en Suisse, puis eux, ils n'ont qu'un représentant chacun. Et puis il y a le tribunal fédéral, donc ils sont élus par l'Assemblée fédérale, donc ils sont affiliés à des partis. Mais à nouveau, comme cette Assemblée fédérale, elle rassemble beaucoup de partis et une grande diversité, que le gouvernement est aussi une diversité, ben,
au niveau des tribunaux, il y a aussi une diversité politique. Et puis, c'est là que vont se juger les cas qui n'ont pas réussi à être gérés au niveau plus bas, en fait, parce qu'on essaye toujours de régler les conflits au niveau le plus bas possible. Puis, ça peut monter jusqu'au tribunal fédéral et c'est lui, à la fin, qui va trancher pour le oui ou pour le non. Quand on voit ça, on se dit, c'est pas une démocratie très directe, tout ça, si on élit juste des parlementaires et qu'après, c'est eux qui choisissent le gouvernement, que la présidence d'honneur, c'est à tour de rôle, ça semble pas très direct. Mais en réalité, il y a 3 instruments qui font que c'est définitivement une démocratie directe. La Suisse, c'est pas la même que la nôtre, mais c'en est définitivement une. Notamment, il y a l'initiative populaire. Alors ça, faut arriver à rassembler 100 000 signatures. C'est assez vite fait, surtout quand on est affilié à un parti. Et là, vous pouvez, le peuple, en fait, monsieur et madame tout le monde, peut proposer une initiative, rassembler les signatures et si jamais elle est votée favorablement, elle doit obligatoirement être discutée par le Parlement. Donc, il y a des initiatives sur tout et sur rien. Il y a des fois des gros débats, des débats très sensibles aussi, des fois, selon les questions qui sont posées. Et puis, des fois, il y a des initiatives qui passent complètement à la trappe parce que, en tout cas, de la sphère médiatique, parce que c'est des cas anodins. On va se retrouver aussi bien à discuter des fois du droit des étrangers à résider en Suisse que du fait d'arracher les cornes des vaches dans les campagnes pour la protection des paysans contre la protection animale, etc. Donc, on peut vraiment être appelé sur tous les sujets, creuser la deuxième galerie du tunnel du Gothard qui coûte des milliards. On a demandé au peuple de valider ce genre de questions. Donc, nous, on ne nous demande jamais, on ne nous pose pas ce genre de questions en France. En Suisse, oui. Ensuite, il y a les 2 référendums. Le référendum facultatif, c'est quand il y a une loi qui a été votée, on peut se prononcer sur cette loi. Si on arrive à récolter 50 000 signatures, donc là, il y en a une qui arrive, notamment, ils ont voté la loi sur l'électricité, donc pour sortir du nucléaire et sortir des énergies fossiles. Et donc, il y a un texte de loi qui a été voté. Et puis, le 9 juin, il va y avoir un référendum sur la question pour savoir si oui ou non le peuple valide cette loi. Et puis, il y a le référendum obligatoire. Là, c'est quand le Parlement propose de changer la Constitution, le peuple doit se prononcer sur cette modification. Et toutes ces diversités linguistiques, religieuses aussi, et cantonales, au final, il y a quand même des choses sur lesquelles ils sont bien d'accord, notamment ils ont une fleur en commun, c'est l'Edelweiss. Ça, c'est à tous les coups. Vous en trouvez partout, dans tous les décors, sur toutes les nappes, partout, partout, partout. Et puis, pour les animaux, il y en a 4, en fait. Nous, on n'a que le coq. Eux, ils ont 4 animaux symboliques. Donc, la marmotte, la vache et le bouquetin, on ne va pas en parler plus que ça. C'est par rapport, c'est la représentation de la haute montagne, de la campagne, tout ça. Et juste l'histoire du Saint-Bernard, c'est parce que il y a une grande culture en Suisse de la montagne, en fait, et notamment des routes de passage de tous ces cols qu'il fallait franchir avec des marchandises ou pour les voyageurs par tous les temps. Et du coup, il y avait des hospices sur les chemins qui avaient des chiens et qui notamment secouraient les voyageurs. Donc, c'est Barry, le chien du Saint-Bernard. Donc, c'est un des rares qui a été... donc, il y a tout un mythe autour du chien Barry, mais c'est en fait plus un mythe pour rendre hommage à tous ces chiens qui ont énormément aidé la population suisse et les étrangers qui y passaient. Et ça, c'est très, très fortement ancré en Suisse. C'est-à-dire, tous les enfants, ils pourront vous parler de Barry, le chien du Saint-Bernard. Puis là, on ne parle pas de l'hymne national qu'on vous laissera le plaisir de découvrir par vous-même. Il y a aussi pas mal d'histoires autour de ça. On va essayer d'accélérer un peu parce que je vois effectivement qu'on est un peu trop passionné, on traîne un peu. Du coup, on va passer vite fait. Alors, c'est un pays qui est très, très attaché à ses traditions. Il y a beaucoup de fêtes où on va retrouver les costumes d'époque. Voilà, ils sont très, très attachés à ces traditions. Donc là, c'est
des exemples, des traditions. Donc, il y a le Sexlot, c'est la célébration du printemps. On fait brûler un bonhomme de neige pour annoncer le printemps. Ça, c'est des joutes sur l'eau à Zurich. Vous avez aussi la montée et la montée aux alpages et la descente des alpages. Donc, c'est 2 fois par an où vous pouvez voir ces gens avec leurs costumes, etc., qui emmènent leurs vaches. C'est très sympa. Le carnaval, c'est quelque chose de très particulier avec vraiment des figures un peu impressionnantes, des masques qui font un peu peur. Et c'est vraiment une tradition aussi en Suisse. Donc, si voilà, on vous laissera découvrir ça. Venez visiter la Suisse et vous verrez ça de vous-même. C'est vraiment, vraiment sympa. On en a mis d'autres aussi. Alors, l'image en bas à droite, c'est la Street Parade. Donc ça, c'est le plus gros festival électro d'Europe. C'est à Zurich. Ça rassemble beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Si vous aimez le monde et la musique électro, c'est the place to be. Et ensuite, il y a aussi des traditions qui sont beaucoup plus locales. Donc, on a mis 2 images du Valais, les combats de rennes. Je tiens à préciser, ce ne sont pas les corridas. Elles font ça toutes seules. C'est pour la domination. Et puis, c'est 2 coups de corne et puis c'est fini. Il n'y a pas de souffrance animale impliquée là-dedans. Les courses de tonneaux pour célébrer le printemps des vins et tous les vendanges et compagnie. Et puis, des fêtes très locales aussi, la fête à l'oignon à Berne. Il n'y a qu'à Berne, la ville de Berne fait une super fête à l'oignon tous les ans, c'est digne du carnaval. Et il y en a plein d'autres. Notamment, il y a, alors ça, bien sûr, hein, le corps des Alpes. Là, voilà, il y a une image en haut du Jura, on se dit, ouais, c'est super typique, mais des fois, ils font ça à côté de chez vous dans la rue. D'un coup, vous avez le corps des Alpes et puis vous allez faire vos courses et vous passez devant. Quelque chose qui est très important en Suisse, c'est le service militaire. Qui est donc obligatoire. Et donc, on croise en fait beaucoup de jeunes hommes en treillis avec une mitraillette qui, je précise, n'est pas chargée. Mais moi, au début, ça me faisait très bizarre quand je les croisais dans le train, surtout que souvent, ils sont ensemble, en groupe, tranquilles, ils discutent. Ben, forcément, ils sont nombreux, ils discutent fort, et puis donc, tout le monde les voit. Et puis, il y a une extrême bienveillance enfin, moi, au début, il me faisait penser au plan Vigipirate, donc il me faisait un peu peur. En fait, en réalité, voilà, c'est les fils du pays, et puis ça fait vraiment, le service militaire, c'est vraiment très ancré en Suisse. Et puis, on a mis aussi une image de couteau suisse parce que euh, ils ont vraiment tous un couteau suisse sur eux. Moi, je pensais que c'était un mythe. Je suis pas aussi fière que ça d'avoir un Opinel chez moi. Mais tout, en tout cas, les hommes en Suisse, ils ont tous leur couteau suisse sur eux. C'est pas un Euh, mythe. On a mis aussi quelques images, genre un sport qui est pas très connu mais qui est très marrant à regarder, c'est la lutte suisse. Donc vous vous renseignerez aussi avec les chemises typiques, la culotte typique, voilà avec les motifs, les motifs vraiment typiquement suisses. Quelque chose d'aussi très typique, c'est alors en allemand c'est Grillstelle, on dirait je sais pas des aires de grillade entre guillemets. On trouve ça vraiment partout en Suisse, à tel point que donc ma fille qui est entrée à l'école cette année, ils vont de temps en temps à la forêt. Et donc, il nous a été demandé de lui donner une saucisse pour pouvoir faire griller quand ils font leur sortie en forêt. Donc, c'est assez original et c'est vrai que voilà, ils ont cette connexion avec la nature qui est très importante. On va voilà essayer de pas trop tarder. Grosso modo, enfin globalement, si vous voulez aller en Suisse, vous avez 2 moyens d'y aller. Donc, vous aurez soit vous vivez en France et vous travaillez en Suisse, donc c'est ce qu'on appelle le statut frontalier, soit vous décidez d'immigrer directement et d'aller vivre en Suisse. Donc, les permis de séjour, parce qu'effectivement, la Suisse, ça fait pas partie de l'Europe. Donc, en fait, si vous immigrez en Suisse, vous aurez besoin d'un permis de séjour. Donc, les permis de séjour sont légèrement différents entre si vous choisissez d'être frontalier ou résident. Après, chaque situation a des avantages et des inconvénients. Forcément, quand vous habitez à 2 heures de votre lieu de travail, ben, les trajets, c'est un peu plus long. Le télétravail, c'est très compliqué quand on est frontalier. Il y a beaucoup de règles. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est un peu tendu de ce côté-là. Donc, faut pas trop compter sur le télétravail quand on est frontalier.
Cela dit, en France, c'est plus facile de se loger qu'en Suisse, ça c'est clair. Ça vous permet aussi de garder vos habitudes, de garder vos acquis français. Voilà, vous avez aussi le choix de l'assurance maladie. Est-ce que vous voulez garder l'assurance maladie française ou est-ce que vous prenez l'assurance maladie suisse? Le petit bémol de la frontière, c'est que du coup, il y a beaucoup de villages dortoirs. Donc, tout le monde va travailler en Suisse, donc il n'y a rien qui se passe vraiment dans les villages. Alors que être résident, d'un autre côté, voilà, vous êtes vraiment dans le pays, donc déjà c'est plus facile pour aller au travail, vous êtes plus proche, moins de bouchons, etc. Et puis forcément, en étant dans le pays, ça va être plus facile pour vous de vous intégrer. Puis c'est aussi plus facile de trouver un travail quand vous avez une adresse en Suisse que quand vous avez une adresse en France. Et puis voilà, c'est vivre la Suisse en tant que résident et une possibilité de naturalisation au bout de 10 ans. Cette slide-là, en fait, je l'ai prise. J'ai un copier-coller de Expat Insider 2023 d'Internation. Je le trouvais très intéressant parce que ça résume bien la Suisse, ou en tout cas l'idée que s'en font les gens. Ce que j'ai pas dit dans la slide précédente, c'est qu'effectivement, c'est intéressant d'être frontalier puisqu'on a un salaire suisse et on vit en France et que le niveau de vie en France, c'est moins cher. Donc c'est vrai que la Suisse n'est pas super bien placée d'un point de vue Personal Finance Index parce qu'on gagne, on a des gros salaires, mais c'est vrai que tout coûte un peu cher en Suisse, donc faut pas s'attendre à être Crésus rapidement. Moi, ce dont je voulais vous parler sur cette slide aussi, c'est de Ease of Settling Index. Alors c'est très très mal noté. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Suisses ont une appréhension de l'amitié qui est très différente de celle qu'on peut avoir. C'est vrai que nous, on est un peu latin, on est un peu pote avec tout le monde. Il suffit que on se retrouve autour d'un apéro et puis voilà, on, on sympathise assez facilement. En Suisse, ils ont vraiment cette espèce de respect de la vie privée, etc. Donc en fait, ils ont leur groupe d'amis. Ils ont les amis des études, les amis du club de hand, de foot, les amis de club de tricot ou de randonnée ou de je ne sais quoi. Et c'est vrai euh, ils séparent un petit peu leurs différents groupes d'amis et ça peut paraître d'un point de vue extérieur, enfin ils paraissent un peu fermés. Après, c'est vrai que si on fait un petit peu l'effort de s'intégrer et si on fait un petit peu l'effort de justement avoir une activité, moi j'ai été dans un club de hand et puis en ce moment je suis chez les pompiers, c'est on se fait quand même enfin des connaissances. Après de là à dire des amis et aller manger chez les uns et les autres, c'est un autre niveau, mais c'est vraiment dû à la conception qu'ils ont de l'amitié et vraiment comment ils font. En fait, ils font pas différemment, beaucoup différemment avec les étrangers qu'avec leurs propres amis. C'est juste que on se voit moins souvent et puis du coup, c'est un peu plus compliqué de faire d'avoir des amitiés. Oui, du coup, voilà. Moi aussi, j'aimerais juste rajouter mon grain de sel là-dessus. C'est vrai que c'est pas forcément facile au premier contact parce qu'ils sont un peu plus froids. Moi, je viens du sud-est de la France, je viens de Marseille. On est beaucoup plus vite proche des gens, euh, du moins en apparence. En Suisse, ça prend un peu plus de temps, mais pour autant, on y arrive et on y arrive bien. Et une fois qu'on est bien intégré dans le groupe, on l'est vraiment malgré nos différences linguistiques, culturelles, et ça se passe quand même très bien. Ça prend juste un peu plus de temps et un peu plus d'effort. Au niveau des, voilà, il y a un bon rating sur le fait de travailler à l'étranger au niveau du salaire et du travail et de la sécurité de l'emploi. Ça, faut faire attention, faut le prendre un peu avec des pincettes parce qu'en fait, la sécurité de l'emploi, c'est pas la sécurité de votre emploi, c'est la sécurité d'avoir un emploi. Et c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que le droit du travail en Suisse, c'est pas comme le droit du travail en France et vous pouvez vous faire licencier très facilement. Il suffit d'invoquer une restructuration et c'est bon, et vous êtes dehors. Mais c'est pas tellement dans l'intérêt de votre patron de faire ça parce qu'il y a un vrai manque de main-d'œuvre, il y a un taux de chômage qui est extrêmement bas et c'est même, en fait, c'est plutôt un levier de votre côté à vous. Vous dites, si ça ne me convient pas, je vais ailleurs parce que le concurrent, il aura besoin de moi de toute façon. Donc, en fait, c'est, c'est pas forcément garder son propre travail, mais c'est la sécurité d'avoir un travail dans tous les cas.
Et puis, au niveau de tout ce qui est ce qu'ils ont appelé les essentials sur les dossiers administratifs, c'est vrai qu'on est plutôt bien traité. Ça, c'est plutôt cool. On peut appeler les impôts pour leur poser des questions sur pourquoi ma feuille d'impôt, elle est comme ça, parce que moi, je ne m'attendais pas à ça comme chiffre. Et on est, alors, bon, bien sûr, il faut le dire de manière respectueuse, mais quand on les approche bien, ben, on a toujours des réponses avec des explications et puis ça se passe très bien. Donc, il y a un vrai soutien de la part de l'administration dans nos démarches, ce qui est plutôt cool. Et par contre, le point un peu négatif, on en a parlé avant, c'est le logement en Suisse, c'est compliqué. Il y a beaucoup de concurrence pour les logements, donc ça, voilà, c'est un peu le pain noir. Ça fait partie des inconvénients. On arrive quand même à trouver quelque chose, mais il faut être patient et puis il faut être vraiment bien organisé. Il ne faut pas se dire, j'y vais un peu à l'arrache à l'aventure. Non, organisez-vous bien parce que sinon, les logements, vous n'allez pas les avoir puis vous allez vous retrouver au camping. On y survit hein, au camping, mais c'est moins agréable, quoi. Et au niveau langue, ben, alors, ils ne le classent pas très bien, la langue. Je pense que c'est dû au dialecte, notamment. Ben, on a appris l'allemand à l'école ou en cours du soir, puis eux, ils parlent le dialecte, donc c'est compliqué. Mais en réalité, on s'en sort quand même. Et puis, c'est vrai, enfin, moi, je trouve que c'est bien au niveau linguistique. Le fait qu'ils aient 4 langues nationales, il y a une certaine bienveillance par rapport aux gens qui ne parlent pas la même langue. Qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs du fait que dans les autres pays, il y a une langue nationale, et puis c'est assez normal quand même. Ici, le fait qu'ils en aient 4, qu'il y ait toujours 4 langues dans les trains, dans les annonces, d'avoir la télé dans plein de langues différentes, ça a tendance à détendre un peu l'atmosphère quand on arrive à discuter avec un fort accent étranger, comme moi, quand je parle allemand, ils savent tout de suite d'où je viens. Et il y a beaucoup moins d'a priori sur la question. Et puis, enfin, on voulait parler de la qualité de vie. Au niveau environnement et climat, bon, je ne vais pas m'attarder dessus, il y aurait plein de choses à dire, mais globalement, la Suisse fait beaucoup pour l'environnement, pour le climat, notamment au niveau du tri sélectif, de la gestion des déchets, au niveau, voilà, la loi sur l'énergie qui est votée pour sortir très rapidement des énergies fossiles, du nucléaire. Bon, ça, c'est un thème avec la France, mais on pourra en parler si vous voulez. Et puis, au niveau sécurité et sûreté, bon, moi, je l'ai vraiment vécu. Je suis une femme, je suis arrivée en Suisse, j'avais 22 ans. Il y a des choses que j'ai fait en Suisse. Voilà, rentrer de soirée à 3 heures du matin toute seule chez moi dans le centre-ville de Lausanne, je l'aurais jamais fait à Marseille. Et alors que c'est là où j'ai grandi et que moi, ça m'angoisse pas plus que ça d'être à Marseille. Mais c'est un peu des réflexes de base de non, mais ce serait dangereux de faire ça. Alors qu'en Suisse, ben, ça n'a jamais posé de problème et j'ai jamais eu peur de le faire parce qu'il y a une plus grande sûreté. Et aussi au niveau des enfants, les enfants vont tout seuls à l'école. C'est organisé au niveau des communes, les parents laissent partir les enfants avec les clés de la maison et pour rentrer, ça fait partie de la culture suisse. Les enfants doivent même aller à l'école tout seuls. Si les parents les accompagnent, ça fait un peu grincer des dents à l'école parce que c'est pas comme ça que ça marche ici. C'est ça, c'est pas facile au début. Non. Et puis, pour finir, au niveau du travail, donc la Suisse est plutôt développée dans le secteur tertiaire, hein. En ce moment, la plupart des emplois ils sont à ce niveau-là, par les zones très industrielles comme le Jura, où là, effectivement, ça va plutôt être les industries qui recrutent, c'est assez normal. Le domaine de la santé, donc s'il y a des pharma parmi vous, n'hésitez pas à postuler, vous trouverez de l'emploi, quelle que soit votre voilà, industrie pharma, allez-y, foncez. Bon, commerce de détail, c'est pas hyper intéressant de manière générale, c'est des supermarchés, mais si vous êtes dans la logistique, ben, ça peut, voilà, c'est un secteur en croissance. Construction, ça c'est mon domaine. La construction recrute, nous recrutons. N'hésitez pas à postuler. Il y a vraiment un gros manque de main-d'œuvre à ce niveau-là, de la main-d'œuvre spécialisée dans les bureaux d'études. L'immobilier, ben, vu qu'il y a un problème de logement, ben, l'immobilier à fond. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup en tant que mineurs, ça va être tout ce qui est scientifique, technique. Là aussi, c'est des secteurs en croissance. Et bien sûr, finance et assurance. Il faut savoir, voilà, la Suisse, voilà, les domaines en fait qui sont un peu transversaux, les transports, la logistique et le négoce de matières premières, ça, voilà, si dans vos options, vous êtes dans ces domaines-là, n'hésitez pas à postuler, foncez, quoi.
Voilà, c'est tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir été présent. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Comme vous voyez, on est très enthousiaste et du coup, bah, on attend vos questions. Voilà, si vous avez des questions sur ce qu'on vient de vous présenter. Morgane, c'était un petit mot de la fin aussi. Oui, merci pour votre attention. Voilà, nous, on est très emballés par la Suisse et n'hésitez pas à nous poser des questions, quoi que ce soit. Ça se voit et ça s'entend que vous êtes emballé par la Suisse et vous avez très bien vendu le pays. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Qui veut se jeter à l'eau pour la première? Pas encore? Non. Moi, j'en ai une en attendant, pendant que les élèves se chauffent. Est-ce que le fait de... Parce que vous êtes tous les deux dans la région alémanique, le fait d'avoir appris l'allemand ici, à l'école, des mines et puis ailleurs, au primaire, au collège, etc., est-ce que c'est le même allemand qu'on parle en Suisse et en Allemagne? Je connais une partie de la réponse, mais est-ce que c'est vraiment difficile de s'adapter au dialecte suisse? Alors, je vais commencer et puis après, Morgane parlera de son expérience. Donc, moi, j'ai fait allemand depuis le collège, donc effectivement. Et puis, en plus, j'ai fait une césure en Allemagne. Donc, quand je suis arrivé en Suisse, j'avais déjà un niveau d'allemand correct, on va dire. Donc, j'arrivais à me faire comprendre. Le problème, c'est que je me suis vite aperçu qu'en fait, ils parlent le suisse-allemand. Qui ne ressemble pas du tout à l'allemand. La prononciation est complètement différente. Si vous voyez la pub de Ricola, où ils disent Krütterkraft. Et ben voilà, ça c'est du suisse allemand qui veut dire Krauterkraft et donc du coup ça n'a rien à voir. Donc voilà. Donc ça après on s'en sort avec l'allemand, ce qu'ils appellent le Hochdeutsch. On s'en sort, tout le monde le comprend, tout le monde le parle. Mais effectivement, c'est si on veut immigrer en Suisse alémanique, c'est mieux de parler allemand. Alors Morgane, elle s'est un petit peu mis des bâtons dans les roues. Oui, alors moi, je suis venue en Suisse. Je n'avais jamais appris l'allemand. Moi, j'ai pris italien LV2. Euh, et donc, je suis arrivée en Suisse. J'ai très vite compris, même en Suisse romande, que sans l'allemand, la Suisse, ça allait être compliqué. C'est faisable, hein, je ne dis pas que c'est pas faisable, mais compliqué. Alors, très vite, j'ai pris des cours du soir, en fait. Alors, après le travail, il y a un supermarché qui fait des cours. Alors, j'allais au supermarché suivre des cours. Donc, j'ai appris l'allemand ici. Du coup, j'ai pas non plus des bases aussi solides que des gens qui ont pu l'apprendre au collège. Euh, et du coup, aussi, quand je parle, moi, j'ai un espèce d'accent bizarre français et suisse. Et j'ai aussi appris assez vite certaines spécificités. Après, c'est sûr que leur dialecte, c'est compliqué. Il y a des mots, des fois, c'est pas du tout les mêmes. Il y a plein de dialectes différents. Donc, peut-être que vous allez en comprendre un, mais vous comprendrez pas l'autre. Ça facilite pas les choses. Et voir, enfin, il y a en plus des accents, des spécificités régionales. Donc, le suisse-allemand, c'est tout un thème. Après, les gens, ils sont quand même assez bienveillants, ce qui fait que même si ça prend un peu du temps, puis moi, je galère un peu avec, ben, souvent, ils nous aident, ils répètent, ils nous incluent dans les conversations, ils font en sorte qu'on arrive à s'en sortir. Et puis, en ce sens, on se sent quand même plutôt la bienvenue. Et puis même au début, souvent, quand ils voient qu'on galère un peu avec la langue, ils switchent directement, soit en anglais, en français dans certains cas. Donc ça nous est arrivé effectivement d'avoir des gens qui nous parlent en français. Donc voilà, il faut faire l'effort parce que c'est plus facile de s'intégrer, mais on arrive à vivre même en ne sachant pas parler allemand. Alors, j'en profite moi, pour poser des questions, s'il n'y en a pas dans la salle. D'après ce que j'ai cru comprendre, vous avez quand même commencé votre carrière professionnelle en Suisse, mais est-ce que vous savez s'il y a des différences dans le monde du travail entre la France et la Suisse? Parce que vous disiez que les Suisses pouvaient être parfois très fermés, enfin pas très fermés, mais cloisonner vraiment leur monde, à la fois leur vie professionnelle, leur vie privée. Est-ce que sur certains aspects, ça peut être plus difficile ou au contraire plus facile que de travailler dans une entreprise française? Bah, en fait, je pense que ça dépend beaucoup des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises en Suisse qui sont très internationales. Donc, c'est vrai que si on est dans une entreprise avec une équipe très internationale, bah, c'est un peu plus facile de faire des after-work, des trucs comme ça. Si on n'est que avec des Suisses allemands, il faut s'y prendre à l'avance, mais c'est pas impossible. Faut C'est assez, s'organiser. c'est ça.
Si on leur voit une invitation, ils sont pas trop réticents, mais c'est vrai que voilà, c'est des trucs un peu spontanés, les after-work, les apéros, les trucs comme ça, c'est un peu moins régulier, c'est sûr. Puis c'est pas forcément les mêmes sujets tabous. Euh, Nous, par exemple, en France, on parlerait jamais de notre religion à notre travail. C'est tabou complet. Alors qu'en Suisse, ben, on nous demande notre religion quand on s'inscrit, c'est sur le formulaire. Faut donner sa religion à son employeur. Inversement, en France, peut-être qu'on va parler plus ouvertement de nos salaires. Faites attention à pas demander votre salaire à votre collègue suisse allemand parce que ça peut vite devenir tendu. Donc ça, c'est le genre de différence ben, auquel on fait face au moment donné. Ok, intéressant. Euh, les élèves, vous avez des questions? Toujours pas? Qui serait intéressé pour aller faire peut-être potentiellement une expatriation, un stage? Ouais. Est-ce que, par exemple, au sein de vos entreprises, Morgane, Kevin, il y a des possibilités d'emploi, des offres de stage que, que vous pourriez recommander à nos élèves? Alors, moi, de mon côté, c'est un peu compliqué. C'est vrai que l'entreprise a un peu du mal à se remettre du Covid et à faire repartir la machine. Donc, au niveau de l'embauche, c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, si on a des propositions de stage, j'hésiterai pas à les poster sur le site des alumni. Donc, regardez. Et puis, si vous voyez un truc passer pour m'aider là, ce sera moi. Et donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Alors nous, on n'a pas fait d'offre de stage, mais on n'est pas du tout opposé aux candidatures spontanées. Par contre, comme je suis dans un petit bureau où il y a que des Allemands et des Suisses allemands, c'est allemand obligatoire. Donc c'est même pas la peine de postuler si on. Alors ça veut pas dire qu'il faut absolument être bilingue, mais au moins l'avoir étudié à l'école. Typiquement, ce que moi j'ai fait pour venir en Suisse, ben là où je travaille maintenant, ce serait pas, ça ne suffirait pas. Par contre, si jamais il y en a qui sont intéressés par le secteur de la construction, ça recrute vraiment à fond. Faut viser les boîtes plus grandes parce que voilà, c'est du fait de la taille qu'il y a cette contrainte. Si vous visez des plus grosses entreprises de la construction où la langue, ça va être soit là où je travaillais avant, la langue du bureau, c'était l'allemand, mais en attendant, il y avait plein de gens qui parlaient anglais. Voir, il y a des entreprises, leur langue, c'est l'anglais. Si vous êtes dans tout ce qui est logistique, IT, intelligence artificielle, pharma, l'allemand compte peut-être un petit peu moins selon le groupe dans lequel vous rentrez, vaut mieux parler anglais. Donc à ce moment-là, il faut pas hésiter. Et du coup, je vous pose la question qu'il ne faut pas poser, mais en termes de salaire moyen, est-ce que vous savez combien peut gagner un ingénieur en Suisse, approximativement? Un ingénieur ou un stagiaire, du coup? Alors, les deux, peut-être. Si vous avez les infos, les deux, pourquoi pas, mais Bah, moi, je peux dire, j'ai eu des stagiaires, la rémunération était de 3500 francs par mois. Donc, c'est une rémunération qui a l'air confortable, mais en fait, c'est pas, pour vivre en Suisse, c'est juste suffisant, quoi. Enfin, c'est pas toujours facile. Et après, enfin, pour ce qui s'agit d'ingénieur, moi, grosso modo, quand je suis passé de la France à la Suisse, j'ai doublé mon salaire. J'étais encore en début de carrière, hein, j'avais 3 ans d'expérience, mais quand je suis passé de la France à la Suisse, j'ai doublé mon salaire et je me suis rendu compte que j'étais un petit peu sous-payé. Donc voilà. Au niveau des salaires, il faut vraiment bien se renseigner, voir ce qui se fait dans le milieu. Vous pouvez trouver des informations sur des sites comme Glassdoor, des trucs comme ça. Voilà. En vous renseignant un peu, vous pouvez trouver des informations sur les salaires que vous pouvez attendre en Suisse. Alors honnêtement, des salaires à 3500, c'est que vous avez vraiment trouvé une bonne place pour un stage. Moi, j'étais pas du tout payée sans stage de TFE. J'étais payée la moitié. Et, Ça dépend et si c'est public ou privé, je pense. ah, mais pas que. Il y a de ça. Alors, en fait, il faut vous dire, faut pas viser à moins de 20 francs de l'heure en net. Ça, c'est sûr. Si on vous propose moins, même si on vous dit, ah, mais pour vous, 15 € de l'heure, ça fait peut-être. Non, non, non.
le minimum du minimum du minimum, c'est 20 francs de l'heure net. Et puis, du coup, ça fait souvent des rémunérations plutôt dans les 2000 500 francs par mois. C'est plutôt dans ces eaux-là. Pour plus d'opportunités, disons, faut pas vous dire si vous n'avez pas le stage à 3500, c'est que vous vous faites forcément voler. Par contre, effectivement, si on vous propose 1100, là, il se fiche vraiment de vous, quoi. Enfin, donc, c'est un peu ça. Il y a des secteurs qui recrutent à plus haut tarif que d'autres. L'industrie horlogère, ils sont plutôt dans les tarifs que disait Kevin, la pharma. Bon, les énergies éco-activités, c'est c'est moins lucratif. Voilà. Et je pense que ouais, c'est vraiment si vous voulez, si vous visez de vivre en Suisse, il faut vraiment vous préparer et prendre en compte un peu tout, quoi. Vous renseigner, ah bah si je prends un boulot dans telle région, combien va me coûter le loyer, combien va me coûter l'assurance maladie, etc. Parce que les primes d'assurance maladie même dépendent des cantons, etc. Donc en fait, suivant là où vous habitez, suivant là où vous travaillez, les situations elles peuvent assez rapidement changer. Donc, du coup, ça va aussi jouer sur est-ce que vous acceptez un salaire plutôt à 1500, 2000 ou plutôt 3000, c'est un minimum, quoi. C'est vrai que ça dépend des entreprises et des villes. Non. Justement, peut-être pour conclure, et pour nourrir un peu la réflexion des élèves, si vous, maintenant, ça fait 6 ans, 10 ans respectivement que vous vivez là-bas, rétrospectivement, est-ce que est-ce que vous feriez le même choix à nouveau? Est-ce que vous referiez ce que vous avez fait, ce parcours? Morgane, vas-y. Alors, ça dépend. Alors, on on n'en a pas trop parlé, mais il faut vraiment être bien préparé. Et c'est pas la même chose quand on vient pour un stage ou quand on vient pour s'installer. Et moi, j'étais pas forcément hyper bien préparée. C'est aussi pour ça qu'on vous le dit, parce que du coup, quand on est moins bien préparé, du coup, on a aussi plus de difficultés dans la vie de tous les jours. Euh, Après, à refaire, je me suis jamais trop posé la question, en fait. J'ai toujours regardé devant plutôt que derrière. Mais je suppose que oui, dans une certaine manière. Moi, du coup, de mon côté, c'est vrai que j'ai eu une expérience qui est un peu différente de celle de Morgane parce que je m'étais préparé à l'avance. Notamment, je peux vous conseiller un livre qui s'appelle Vivre et travailler en Suisse de David Tallerman. Donc, c'est vraiment, il a aussi un site web, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre, toutes les infos sont sur le site web. Renseignez-vous, 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 et du coup, le plus vous serez renseigné, et le plus vous serez préparé, et le mieux ça se passera. Moi, ça s'est plutôt bien passé, et à savoir recommencer tous les jours. Sans hésitation, je recommencerai tout, ça c'est clair. Moi, je me préparerais mieux, je crois. C'était à refaire. Très bien, merci. Ça fait une belle conclusion. Donc, il faut se préparer si on veut s'expatrier en Suisse. Ça ne s'improvise pas. Je vous remercie, Morgane et Kevin. Est-ce que vous avez des questions de ce côté-ci? Non, toujours pas. Donc, on va conclure la soirée, enfin la conférence. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces présentations et on peut les applaudir pour leur disponibilité. Merci beaucoup pour pour nous avoir donné l'occasion de présenter ce pays qu'on aime vraiment beaucoup et et pour toute l'organisation autour de ça. J'aurais pas dit mieux. Merci beaucoup, bonne soirée, et puis peut-être à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Très bien, merci beaucoup et à bientôt à Albi. Donc, bonne fin de journée à vous. Merci vous Merci, aussi. au revoir. Au Salut. revoir.